conventionnellement la domestication par la question du travail. Ensuite, je parlerai de l'industrialisation de l'élevage et de la différence que je fais entre élever les animaux et les produire, entre l'élevage et les productions animales. Après, je parlerai de l'exclusion actuelle des animaux domestiques du travail. Je ferai un point pour préciser les choses sur le bien-être animal et la libération animale. Et je finirai par quelque chose qui est le thème de ce dernier livre, c'est-à-dire l'agriculture cellulaire comme étant le monde meilleur qui nous arrive. Donc je vais partir de la domestication en fait pour arriver à l'agriculture cellulaire. Donc la domestication des animaux est appréhendée depuis fort longtemps par une majorité d'anthropologues et d'historiens comme une entreprise humaine unilatérale d'appropriation et d'exploitation des animaux. Par exemple, dans le Larousse, la définition qui est donnée est la suivante: transformation d'une espèce sauvage en espèce soumise à une exploitation par l'homme en vue de lui fournir des produits ou des services. Même s'il existe des travaux qui portent sur des points de vue différents, l'idée que la domestication des animaux s'est faite au seul bénéfice des humains est très répandue. Ainsi, les livres pour enfants expliquent encore que, je mets des guillemets, l'homme a domestiqué le mouton pour sa laine, la vache pour son lait, etc. C'est ce point de vue utilitariste qui permet d'ailleurs actuellement aux associations de défense des animaux d'en faire la base de leur argumentaire en faveur de la libération des animaux. Or, si l'on s'intéresse à la domestication du point de vue du travail, on peut avoir une toute autre grille de lecture. Et donc, pour expliquer globalement ce qui se passe du point de vue de nos relations aux animaux, je vais revenir sur la notion de travail. Parce que quand on dit travail, on a souvent l'idée qu'on parle de la contrainte, de l'exploitation, etc. Et en fait, ce qui est notable du point de vue du travail, c'est que déjà, il n'y a pas de concept de travail. C'est-à-dire, quand on dit travail, en fait, ça regroupe l'activité, la production, le revenu, la profession, l'emploi, enfin tout un tas de notions. Et donc, en fait, pour arriver à mieux préciser les choses, la psychologie du travail, qui est le cadre principal de mes recherches, que j'utilise beaucoup dans ce livre, propose le concept de travailler. Donc, de travailler comme le manger, le boire, le travailler. Et donc, cette transformation d'un verbe en substantif met en évidence le fait que le travail ne se fait pas tout seul. Il y a toujours en fait quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui s'engage dans le travail. Donc, je cite Christophe Dejour, qui est spécialiste du travail, avec qui j'ai travaillé moi-même. Travailler, c'est mobiliser son corps, son intelligence, sa personne pour une production ayant valeur d'usage. Travailler, donc, c'est pas que produire, c'est ça qui est très important, c'est aussi se produire et vivre ensemble. Travailler, c'est produire des biens et des services, mais aussi construire son identité, exprimer son intelligence, sa créativité, son potentiel, et cela dans des relations collectives. Car c'est dans la relation aux autres, évidemment, que peut s'exprimer une reconnaissance du travail accompli. Et c'est pourquoi travailler est important, parce que ça nous permet d'exister en tant qu'individu, et parce que ça nous met en relation avec d'autres dans une démarche créatrice. Et c'est ces rationalités du travail, là, se produire et vivre ensemble, qui permettent de comprendre pourquoi, quand on est au placard ou quand on est au chômage, ou quand on est contraint à faire un mauvais travail, alors qu'on sait très bien en faire un bien, c'est des causes profondes de souffrance. Ce qui est en jeu dans le travail, c'est pas seulement la question du revenu, non, c'est celle de l'identité des individus. Un autre point important du travailler, c'est que le travailler est invisible, puisqu'il est constitué de l'engagement de la subjectivité des individus. C'est-à-dire, si on veut comprendre le travail, le travailler, il faut s'intéresser à ce que les gens disent, c'est-à-dire la parole, et d'autre part à ce qu'ils font. Il faut les regarder travailler. Un autre point important aussi, c'est que le travail est là où les procédures ne sont pas. Si le travail consiste à suivre une procédure, s'il n'y a pas lieu de s'engager, d'interpréter, de prendre des initiatives, en fait, on ne se trouve pas face à un travailleur, on se trouve face à un robot. Parce que comme ça a été montré depuis longtemps, même dans le travail le plus contraint, il y a une part d'investissement de la personne. Et donc travailler engage les individus au-delà des procédures, parce que donc le travail n'est pas réductible à la fonction. Et fondamentalement, c'est là que je veux en venir, c'est ce qui différencie l'activité d'un humain
ou d'un animal, donc comme on va le voir, de l'action d'un robot. Un robot, aussi sophistiqué soit-il, ne travaille pas parce qu'il n'y a personne à l'intérieur du robot. Et par exemple, si les animaux et nous-mêmes nous rêvons du travail, le robot, lui, ne rêve pas de travail. Donc tout ça pour en venir à la proposition de savoir qu'est-ce que cette question du travail échange à l'analyse que l'on peut faire de la domestication. On constate tout d'abord, si on considère la place des animaux domestiques dans nos sociétés, on remarque qu'ils sont tous engagés avec nous dans le travail. Les chiens, les vaches, les chevaux. Cela amène à déconstruire certaines catégories, comme animaux de rente opposés à animaux de compagnie. Parce que l'animal de rente, alors d'après la réglementation, serait celui qui produit, alors que l'animal de compagnie ne produirait rien. En fait, ce qu'on peut dire, beaucoup plus précisément, c'est que les uns produisent des biens alimentaires et les autres des services. Mais ils produisent tous les deux quelque chose. Et par ailleurs, les vaches qu'on dit animaux de rente sont aussi des animaux de compagnie pour leurs éleveurs, et les animaux de compagnie sont au travail puisqu'ils produisent un service, la compagnie. Donc cette distinction pour décrire les animaux domestiques entre animaux de rente et animaux de compagnie, en fait, elle n'est pas très pertinente puisque vaches comme chiens, en fait, sont investis avec nous dans le travail. Donc, les animaux domestiques produisent des choses avec nous, des biens, du lait, des veaux, des cochons. Ils produisent des services, le cheval qui fait une course, le chien d'assistance, le chien d'aveugle, le chien de compagnie. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils travaillent ? Ça c'est une grande question. Donc ça, c'est une question que je travaille dans le cadre de l'équipe que j'anime. Et donc en fait, on a montré que oui, que les animaux travaillent. Et c'est ce qu'on a montré donc dans différents terrains. Donc ça veut dire qu'ils s'engagent dans le travail. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des automates qui font uniquement ce qu'on leur demande. Et bien au contraire, si c'était des automates, si c'était des robots, on serait bien embêté parce que en fait ça reviendrait un peu à une grève du zèle. Une grève du zèle, c'est quand on suit les procédures à fond. Dans ce cas-là, en fait, on arrête de travailler en gros. Parce que par exemple, rien que pour faire la traite, si les vaches étaient des robots, on aurait beaucoup de mal, quoi. Alors à monter à cheval encore plus. Donc si on considère que les animaux travaillent, ça nous conduit à reconsidérer les rapports, la définition des rapports de domestication. Tout d'abord sur le côté unilatéral, donc parce que la domestication ne s'est pas faite seulement du point de vue des humains. Parce que si les animaux ne veulent pas être domestiqués, ils ne le sont pas. Et en fait, les espèces domestiques ne sont pas nombreuses par rapport au nombre des espèces animales. Il y a environ 200 espèces domestiques, alors qu'il y en a des milliers qui ne le sont pas. D'autre part, la question du travail amène à reconsidérer la notion d'exploitation. Parce que si les animaux travaillent, d'une part, il y a une forme de volonté ou à minima de consentement dans leur activité, et d'autre part, ils en retirent des bénéfices. En tant qu'espèce, c'est évident si on considère que la majorité des animaux domestiques sont des proies, notamment les animaux de ferme, c'est des proies dans la nature. Et puis à titre individuel, le bénéfice pour les animaux est le même que pour les humains, en fait, c'est la reconnaissance du travail. Alors évidemment, tout ça dépend de l'organisation du travail et des conditions du travail. Mais dans le travail avec les animaux, n'importe quel professionnel sait que s'il veut que l'animal s'engage dans le travail et fasse des choses qu'il veut, par exemple un chien militaire, un cheval de course, il faut leur donner un minimum de reconnaissance. Un minimum, mais même plus. Donc, les travaux qu'on mène avec mes collègues dans notre équipe sur la question du travail animal nous ont amené à poser cette définition que je vais vous donner du travail animal. Le travail animal, c'est l'effort physique et mental que doit faire un animal pour atteindre les objectifs fixés au-delà des procédures. Et en fait, si on regarde, c'est très peu différent du travail des humains. Mais ce qui fait la différence qu'on a montré, ce qui est vraiment très différent entre travail humain et travail animal, c'est la place de l'affection dans le travail. Cette place, on a montré qu'elle est très importante pour les animaux. Pour que les animaux s'engagent dans le travail, il faut vraiment qu'ils sentent qu'il y a quelque chose d'affectif entre eux et leurs humains. Et d'autre part, évidemment, il y a quelque chose aussi de très différent entre le travail humain et le travail animal, c'est la place de la mort dans le travail. Donc, si je veux résumer tout ça,
pour proposer une autre définition de la domestication qui ne relève pas uniquement du registre de l'exploitation, ce qu'on ne retrouve pas dans le travail réel avec les animaux. Donc on peut dire que la domestication, c'est la dynamique historique qui conduit des humains et des espèces animales à travailler ensemble, c'est-à-dire à produire ensemble des biens et des services, à vivre ensemble et à se co-construire ensemble. C'est ça nos 10 000 ans de relations avec les animaux. Alors donc pendant 10 millénaires, les humains et les animaux ont travaillé ensemble, ils ont produit ensemble, ils ont été dans les champs ensemble, à la guerre ensemble, dans les mines. Pendant 10 millénaires, la société humaine a été construite avec les animaux, et ils étaient traités à peu près comme l'étaient les humains, c'est-à-dire plutôt mal. Dans les pays d'Europe, la religion enseignait qu'ils étaient au service des humains, tout comme les paysans étaient au service de leurs seigneurs et maîtres. Mais pour les paysans, et comme l'ont montré des historiens, les animaux en fait faisaient partie de la famille. Ils avaient des noms, etc. À partir du XVIIIe siècle et surtout du XIXe, avec la naissance du capitalisme industriel, les choses vont radicalement changer. Les animaux étaient peu de choses, tout comme les paysans, en gros c'était des bêtes de somme. Et à partir du XIXe siècle, les animaux vont devenir des machines, puis des choses. Parce qu'au milieu du XIXe siècle, alors que toute la nature devient un gisement de ressources exploitables et profitables, des agronomes et des vétérinaires s'avisent que les animaux aux mains des paysans ne rapportent pas grand-chose, alors qu'ils pourraient rapporter beaucoup si l'on rationalisait leur fonction de production. Ils créent une nouvelle discipline qui s'appelle la zootechnie, la science de l'exploitation des machines animales, qui dit que les animaux sont des machines, comme l'a expliqué Descartes auparavant, mais contrairement à Descartes, pas vraiment par nature du point de vue des zootechniciens, qui évidemment connaissent mieux les animaux que les philosophes, mais du point de vue de leur fonction productive. C'est-à-dire que les zootechniciens disent, les animaux, on sait que ce n'est pas des machines, mais ils doivent être considérés comme des machines parce que leur fonction économique l'exige, et en fait, il faut les considérer comme des hauts-fourneaux. Et donc, il y a toute une artillerie conceptuelle qui se met en place pour transformer l'élevage en production animale. Et donc, à cette époque-là, l'agriculture est scindée en deux volets, la production végétale d'un côté, la production animale de l'autre. C'est de cette époque-là que date cette brisure entre le végétal et l'animal. Et à partir de cette époque, il y a aussi la sélection des animaux qui se fait sur la productivité et non plus sur d'autres critères, et notamment des critères esthétiques, parce que, comme disent les zootechniciens, une belle vache, c'est une vache qui produit. Et donc le travail est réduit à sa rationalité productive, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, que le travail renvoie à de multiples rationalités. Et donc les missionnaires du progrès agricole que sont les vétérinaires enseignent à chasser les temps improductifs et à faire en sorte d'augmenter la productivité du travail des paysans et de leurs animaux. Mais en fait, en dépit des efforts de zootechniciens, donc concrètement, cette volonté de rationalisation est arrêtée par des contraintes techniques. Par exemple, à l'époque, si on essayait de mettre les animaux sur caillebotis, si on essayait de les enfermer, en fait, ils mouraient. Et il a fallu attendre un siècle, après la Seconde Guerre mondiale, pour qu'en fait les concepts puissent prendre corps dans la réalité. Et notamment, il y a deux grands facteurs. C'est d'abord la diffusion des antibiotiques et des vitamines de synthèse. Vraiment, le système industriel, il tient avec les antibiotiques. Et dès les années 60, en fait, la production animale se développe. Alors c'est d'abord la production avicole, et puis la production porcine dans les années 70, et puis tout le reste, la production laitière, etc. Et donc finalement, ça aboutit à un ensemble de productions animales qui sont concurrentielles entre elles, et qui fournissent la matière animale donc traitée par l'industrie du lait, de la viande, etc. Alors concurrentielle entre elles, c'est important, parce que quand ça va mal en production porcine, c'est la production avicole qu'on profite, et réciproquement. Et donc la volonté des zootechniciens du XIXe siècle et de ceux qui les ont suivis était de remplacer l'élevage, qu'ils considéraient comme archaïque, par la production animale. Et on retrouve encore cette idée très répandue que les productions animales sont la forme moderne de l'élevage. Jusqu'à récemment, d'ailleurs, c'était encore dans l'Encyclopédia Universalis, il y avait une flèche du temps où il y avait l'élevage ancien, le pastoralisme, et puis comme si les choses évoluaient dans le temps avec une idée du progrès, et considérer que la forme industrielle des rapports de travail aux animaux, c'était une forme d'achèvement sur la flèche du progrès. En fait, de mon point de vue, c'est pas du tout vrai. L'élevage et les productions animales, c'est vraiment
deux mondes très différents, et l'un n'est pas du tout la suite de l'autre. Il relève de temporalité et de logique complètement différentes. Parce que l'élevage est inscrit dans le temps long de nos rapports domestiques avec les animaux, et ses rationalités sont multiples. Comme en témoignent les éleveurs aujourd'hui, la rationalité première du travail en élevage, ce n'est pas la production, mais c'est la relation. Comme je disais tout à l'heure, le travail, c'est à la fois produire, mais se produire et être ensemble. Et cet être ensemble, en élevage, il est très fort, vu qu'on vit avec des animaux. Et donc, si beaucoup d'éleveurs choisissent de faire de l'élevage, c'est d'abord pour vivre dans la compagnie des animaux et dans une relation de proximité avec la nature. Évidemment, pour pouvoir vivre avec des animaux, par exemple avec un troupeau de vaches, eh bien, il faut en tirer un revenu. Donc en fait, c'est la rationalité économique qui sert la rationalité relationnelle. C'est parce qu'on veut vivre avec des animaux. Alors je parle des éleveurs, hein. Quand je parle d'élevage, je parle des éleveurs, ceux qui ont choisi de faire ce métier. La rationalité économique donc sert la rationalité relationnelle, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'objectif, c'est vivre avec les animaux. Il faut gagner sa vie pour pouvoir vivre avec eux. Et donc, alors que par exemple dans une porcherie industrielle, le but c'est de gagner de l'argent, c'est pas du tout de vivre avec des animaux. Alors il y a un cadre théorique en plus de celui de la psychologie qui permet de bien comprendre l'élevage, la domestication et la place des animaux dans les sociétés humaines, c'est la théorie du don. Alors je vous dirais juste que la théorie du don, c'est un anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss qui a établi cette théorie parce qu'il a observé des relations entre humains dans les sociétés qu'on disait primitives, et il a constaté qu'en fait les sociétés industrialisées fonctionnaient à partir du même triptyque qu'il a décrit dans les sociétés dites primitives, donner, recevoir, rendre. Et donc ce triptyque permet à Mauss d'expliquer que le lien social n'est pas construit par des intérêts égoïstes, donc, contrairement à ce que disent toutes les théories économiques. On est mû par notre égoïsme, et c'est la somme des égoïsmes qui fait le développement économique, mais donc Mauss dit on est mû par le don. Et donc alors il dit d'ailleurs que, je le cite là, c'est parce que nous n'avons pas qu'une morale de marchand. Alors le don de Marcel Mauss, c'est pas le don chrétien ou le don voilà quoi. C'est pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne sait même pas qu'on lui a donné quelque chose, complètement altruiste, etc. C'est un don qui est à la fois désintéressé et intéressé, et qui engage à la fois la contrainte et la liberté. Par exemple, quand on s'engage dans une association, on fait un travail bénévole, il est désintéressé, mais en fait, on y a un intérêt, parce que par exemple, on obtient de la reconnaissance, les remerciements, etc. Et d'un côté, on est libre, puisqu'on peut s'en aller quand on veut, mais en même temps, on n'est pas si libre, parce que les gens comptent sur vous, et donc, voilà. Et donc, j'ai montré, et j'en parle dans ce livre, que les relations avec les animaux domestiques, en fait, on peut les comprendre aussi avec cette théorie. Parce que dans le travail en élevage, on fait aussi ça. On donne, on reçoit, on rend. On donne la vie aux animaux, on essaye de leur donner une bonne vie, on les nourrit, etc. Et en échange, les animaux nous donnent d'autres choses. Et c'est notamment quand j'ai entendu des éleveurs expliquer qu'ils ne pouvaient plus être à la hauteur des animaux, en fait, je me suis demandé ce qu'ils voulaient dire et pourquoi beaucoup disaient ça, on n'est pas à la hauteur des animaux, que je suis arrivé donc à cette théorie du don. Parce que, et Mauss le dit, pourquoi c'est important cette histoire de ne pas être à la hauteur, parce que Mauss explique que si on n'est pas à la hauteur du don, en fait, on déchoit. Alors non seulement on casse le lien, mais on déchoit. Un exemple, c'est les cadeaux d'anniversaire. En fait, quand on est avec des amis, on se donne un cadeau d'anniversaire, on se redonne un cadeau d'anniversaire, on se redonne un cadeau d'anniversaire, on se redonne un cadeau d'anniversaire. Si un jour on arrête de rendre un cadeau d'anniversaire, la personne à qui vous n'avez pas donné un cadeau d'anniversaire se dit qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème, c'est le signe qu'il y a quelque chose dans la relation qui ne va pas. Et donc c'est ça avec les animaux. Et c'est pour ça que ça explique toute cette souffrance de beaucoup de nos concitoyens face à la violence envers les animaux. C'est en partie ça, c'est qu'on sent qu'en tant qu'être humain, en fait, on déchoit quand on traite les animaux comme ça. Et donc cette histoire de don, ça permet d'éclairer ce qui manque dans la relation de travail avec les animaux. Parce que le monde de l'élevage, donc, c'est un monde domestique,
vraiment domestique. Domestication, ça veut dire ça, hein, ça veut dire domus, amener dans la maison. C'est un monde relationnel qui est lié à la nature, parce que l'élevage, justement, c'est une rencontre entre le monde humain et les mondes animaux. Quand on travaille avec des animaux, il y a le monde des animaux, le monde humain, et le travail, c'est l'interface entre les deux. Et dans cette interface-là, et ben finalement, les animaux sont un peu dans notre monde, et nous, on est un peu dans le monde des animaux, et c'est pour ça qu'on peut travailler ensemble. Et donc voilà, c'est pourquoi, en fait, c'est ça, c'est une croisée de monde, et c'est pour ça que l'élevage, justement, est source de richesse, parce que quand on est à moitié dans le monde des animaux, on apprend plein de choses, en fait, des animaux. Et quand on est les animaux dans le monde humain, ils apprennent plein de choses. Ils font des choses qu'ils n'auraient jamais faites sans nous. Donc c'est pour ça que l'élevage, c'est vraiment une école de vie et de culture. Alors que les productions animales, elles ont 150 ans. C'est rien par rapport aux 10 000 ans de notre histoire avec les animaux. Mais durant ces 150 ans, en fait, elles ont détruit tout ce que les millénaires précédents avaient construit. Les productions animales, elles n'ont qu'une seule rationalité, et elle est économique. Donc c'est les porcheries industrielles, les grands poulaillers, machin, tout ça, ça ne sert qu'à faire de l'argent, ça ne sert à rien d'autre. Ça ne sert pas à nous nourrir, parce qu'il y a quand même 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et puis d'autre part, nous, dans les pays industrialisés, on jette un tiers de ce qui est produit et qui arrive dans nos assiettes. Donc c'est pas pour nourrir le monde qu'elles existent, mais c'est pour générer des profits le plus vite possible et le plus possible. Et donc la violence que l'industrie des productions animales exerce sur les animaux, en fait, est du même ordre que toutes les violences liées à l'organisation du travail industriel, ou non industriel même dans certains pays. Donc là, il n'est pas question de vie partagée, pas question de monde commun, pas question de culture, alors que l'élevage, vraiment, c'est une grande source de culture, donc il n'y a que le profit qui compte. Et donc si on croise ces différentes analyses, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que la domestication, qu'est-ce que c'est que l'élevage, l'industrialisation. Donc on peut analyser cette dynamique industrielle en fait comme un processus d'exclusion des animaux domestiques du travail et donc de la société humaine. Parce que l'industrialisation a provoqué deux choses importantes. D'une part, l'invisibilisation de la main-d'œuvre animale qui a été enfermée dans des bâtiments de plus en plus grands et qui du coup ne participait plus du lien social. Et d'autre part, la réduction de leur comportement à une fonction de survie. Autrement dit, ils étaient complètement empêchés de participer au travail. Et dans les systèmes industriels et intensifiés, donc les animaux, comme l'avaient préconisé les zootechniciens du 19e, ils ne doivent pas faire preuve d'intelligence, ils doivent faire ce qui est attendu d'eux. Et donc les animaux ont été exclus du travail à double titre, d'une part collectivement en les rendant invisibles, et d'autre part individuellement en réduisant leur capacité à travailler à un minimum de comportement. Si vous imaginez une truie dans une porcherie industrielle, vous voyez bien que son existence est réduite à rien, alors que c'est un animal très intelligent, très sociable. En fait, il est empêché de faire quoi que ce soit, en fait. Et donc aujourd'hui, cette exclusion des animaux domestiques, elle prend un tour nouveau avec les théories de l'éthique animale et de la libération animale. Les associations abolitionnistes font pression, je pense que tous les magazines et tous les journaux en parlent, pour sortir les animaux des cirques, des zoos, voire des centres équestres, et plus globalement de tous les secteurs où ils sont au travail. Ces associations ont une grande puissance d'action, elles agissent pour remettre en cause la consommation et l'utilisation des produits animaux, notamment de la viande, puisqu'on entend tous les jours qu'on doit manger moins de viande, qu'on ne doit pas manger de viande, etc. Mais pas seulement. Par exemple, il y a de nombreuses marques de vêtements qui ont renoncé à la fourrure pour ne pas déplaire aux militants véganes ou qui renoncent au cuir. Les associations abolitionnistes font état de la violence effective exercée contre les animaux dans les productions animales et dans d'autres secteurs où les rapports aux animaux n'ont qu'une rationalité instrumentale, tout comme d'ailleurs les rapports, comme ça peut être le cas d'ailleurs avec des catégories de travailleurs sans droit. Parce qu'il faut souligner, le mouvement abolitionniste ne vient pas de nulle part. Il y a une violence industrielle effective envers les animaux. Et celle-ci, elle est bien réelle. Et pour ce qui me concerne, moi, je l'ai décryptée et je la dénonce depuis plus de 20 ans. Et ce qui m'oppose à ce mouvement, ce n'est pas le constat de la violence industrielle, que moi j'ai montré personnellement dans la production porcine, c'est les alternatives.
Alors, depuis que ces systèmes de production, pour en parler des alternatives, depuis que ces systèmes de production animale existent, en fait, il y a leur critique qui existe également. C'est-à-dire au XIXe siècle, par exemple, quand est fondée la zootechnie, c'est-à-dire quand se met en place ce processus d'industrialisation de l'élevage et de la société, en même temps, il y a des associations de protection animale qui se créent. Par exemple, la SPA, elle est créée en 1846. Et donc, la protection animale, depuis le XIXe siècle, elle vise en fait à pallier la violence envers les animaux, et notamment la violence populaire, celle des cochers, des charretiers par exemple, qui étaient ceux visés par la loi Grammont, qui réprimait la violence publique envers les animaux. C'est ça qui se passe, en fait, c'est au XIXe siècle, il y a l'industrialisation de la société, l'industrialisation de l'élevage, et la prolétarisation des humains et des animaux. Les gens et les animaux sont sortis des campagnes pour aller dans les villes, et dans les villes, il y a cette frénésie de recherche de profit là, qu'on voit dans les romans de Balzac. Voilà, enrichissez-vous. Voilà, c'est le mot d'ordre du XIXe siècle, à partir de la naissance du capitalisme industriel. Et donc, il y a évidemment des tensions sociales. Hein. Il y a les révolutions de 1830, 1848, bientôt, au 18e, il y a aussi 1870, la Commune de Paris. C'est des tensions très fortes entre la bourgeoisie qui naît à cette époque-là et les classes populaires qui deviennent prolétarisées. Et les animaux sont imbriqués là-dedans, en fait. Ils sont, justement, parce qu'ils travaillent, et donc ils sont comme nous, voilà, traités pareil en fait, et donc la loi Grammont elle est intéressante parce Grammont c'est un aristocrate hein, qui fait voter une loi qui réprime donc qui punit sévèrement hein, les cochers qui maltraitent les chevaux, mais par contre à la même époque les mêmes bourgeois ils faisaient descendre les enfants dans les mines avec les chevaux. Il y a bien deux poids, deux mesures. Il y a la violence publique envers les animaux, elle est punie parce que des classes populaires, et la violence industrielle, déjà, celle du travail au fond de la mine où voilà, personne ne voit ce qui se passe, là, c'est pas puni. Et pourtant, hein, c'était des enfants de 5 ans qui descendaient à l'époque dans les mines. Alors en 1964, en Angleterre, là, je saute un siècle parce que donc pendant un siècle, il ne s'est rien passé. Parce qu'il n'y avait pas les outils techniques du développement de ces concepts. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a donc les antibiotiques et vitamines de synthèse. Et puis il y a eu 2 guerres mondiales pendant ces 100 ans-là, qui ont à la fois mis les questions agricoles en retrait, et puis peut-être que c'est pas un hasard si ces systèmes industriels ils sont apparus après 2 guerres mondiales, la boucherie de 14-18, et puis les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc en Angleterre, dans les années 60, se développent, comme en France, hein, les systèmes agricoles. Et donc il y a une Anglaise qui écrit un livre qui s'appelle Animal Machine, donc qui est une dénonciation très forte des systèmes industriels. Et d'ailleurs, à cette époque, il y a un comité consultatif sur les animaux de ferme donc, qui propose qu'à minima, les animaux devraient pouvoir avoir la possibilité de se retourner, de se nettoyer, de se lever, de se coucher et d'étendre leurs membres. Donc ça s'appelle les 5 libertés qu'on retrouve toujours aujourd'hui, hein, qui sont encore la base de la législation sur le bien-être animal. Absence de douleur, absence de stress, absence de faim, absence de peur et possibilité d'exprimer les comportements de l'espèce. Donc il faut voir que se retourner, se nettoyer, se lever, se coucher, c'est quand même le b.a.-ba du b.a.-ba de l'élevage. Et donc ça permet de comprendre que dès cette époque, en fait, à quel point les animaux étaient contraints. Si on fait un règlement pour rappeler ça, qu'il faut au moins qu'ils puissent... Et en France, il y a un livre qui a marqué les années 80, c'est un livre qui s'appelle Le Grand Massacre, et qui décrit les violences industrielles aussi envers les animaux, alors plus du côté des cochons. Mais dans les années 80, en fait, les systèmes sont critiqués du point de vue du traitement des animaux, mais également du point de vue de leurs effets sur les travailleurs en termes de souffrance au travail. Il y a des psychosociologues qui s'intéressent aux effets de l'intensification du travail sur les éleveurs, donc qui montrent que c'est cause de souffrance. Et puis, il y a des économistes qui disent mais ces systèmes, à long terme, ne sont pas viables. Donc, il y a un ensemble de critiques. Les systèmes industriels se développent.
il y a des critiques qui se développent aussi. Mais ce qui se passe à cette époque, dans les années 80, c'est que cet ensemble de critiques, en fait, il se retrouve concentré dans la problématique du bien-être animal, donc qui est construite sur le modèle de l'animal welfare anglais. Et donc ce bien-être animal, il est pris en main par les biologistes, et donc ça exclut la question du travail et donc de la souffrance des travailleurs, et ça exclut aussi toutes les critiques économiques et tout ça. La critique se concentre sur l'animal, bien-être animal. Et du coup, puisqu'il s'agit de l'animal, c'est les biologistes qui vont prendre en main la question. Et donc, le bien-être animal, dès son origine, en fait, il vise à faire en sorte que les animaux puissent supporter ces systèmes, et donc que ces derniers soient acceptables socialement. Donc c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc le bien-être animal ne se fonde pas sur une critique radicale du traitement industriel des animaux, mais sur son aménagement, la taille des cages, la réduction de la douleur, est-ce que ça fait mal de couper, de limer les dents au cochon ou pas, etc. Et puis ça va avec la sélection des animaux par l'industrie, puisque la sélection, si on sélectionne des animaux comme ci, comme ça, ils supporteront mieux leur traitement industriel. Et donc ça a une autre conséquence aussi, c'est le fait que, comme c'est des biologistes qui ont pris en charge cette question du bien-être animal, du coup, eux, ce qu'ils savent faire, les biologistes, c'est de l'expérimentation. Leur méthode, c'est l'expérimentation. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les biologistes du bien-être animal, ils travaillent dans leur labo à chercher le bien-être animal chez les animaux, mais ils ne travaillent pas du tout avec des éleveurs. En fait. Et donc, ils sont complètement coupés du travail réel. Ils travaillent avec les animaux comme si, en fait, par exemple, un cochon, son bien-être, c'était quelque chose de caché en lui qu'il fallait faire surgir par l'expérimentation. Alors que la question du bien-être, elle est liée au rapport de travail. Et donc ça explique que l'industrialisation de l'élevage, finalement, elle est compatible avec le bien-être animal. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, Carrefour, Casino, qui font des labels bien-être animal. Ils travaillent avec des associations comme les CWF. Alors ça, c'est des discussions, mais par exemple, le CWF incite la grande distribution et les producteurs à utiliser des œufs de plein air, par exemple, pour faire les biscuits. Alors ça a l'air d'être évidemment mieux, mais le problème, c'est qu'en fait, ce bien-être animal minimal porté par la grande distribution et par des grands producteurs, en fait, efface les spécificités des productions de l'élevage. Parce que si des producteurs qui sont sous contrat avec Carrefour, avec Danone, etc., peuvent dire, nous on fait du bien-être animal, un éleveur là qui est sur le marché, qu'est-ce qu'il peut dire, Qu'est-ce qu'il va dire par exemple, par rapport à un produit Casino, il y a écrit tout un tas de trucs là. Lui, il a que sa parole pour dire, ou alors, venez chez moi. Alors ça, c'est la question du bien-être animal. Comment le bien-être animal est apparu. Il s'inscrit dans le fil de la protection animale du 19e siècle et du fait que ces systèmes industriels ils se sont développés avec cette béquille, en fait. Par contre, pour ce qui concerne la libération animale, là, c'est tout autre chose, parce que ce mouvement de la libération animale est beaucoup plus récent, et lui, il s'enracine dans des théories philosophiques. Alors, le pape de la libération animale, c'est un gars qui s'appelle Peter Singer, un philosophe australien, qui a écrit ce livre, Libération animale, qui est apparu en 1975. Alors, l'idée centrale qui va de la libération animale, c'est l'antispécisme. Alors, le spécisme, c'est l'idée que les humains n'ont pas à avoir une prépondérance sur les autres espèces, prépondérance d'intérêt. En fait, l'antispécisme est fondé sur le fait que toutes les espèces sont sensibles et ont la capacité de souffrir, et donc que toutes les espèces ont des intérêts. Alors, il y a des gradations, je vous ai pris quatre théoriciens. Le premier théoricien, c'est Peter Singer, qui a posé cette idée, qui n'est pas de lui à l'origine, mais il l'a repris, que la position antispéciste, c'est
de ne pas privilégier l'humain par rapport à l'animal, au fait qu'il est un humain, quoi. Alors son livre a été assez critiqué parce qu'il va très 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 loin en fait. Il va jusqu'à dire que entre un humain, par exemple une personne très handicapée mentalement, etc., et un chien en bonne santé, l'intérêt à vivre du chien est plus fort que l'intérêt de l'humain handicapé. Alors pour un juriste comme Tom Regan, par contre c'est pas son opinion, mais son idée est que les animaux doivent être considérés du point de vue de leurs propres intérêts et non pas du point de vue de nos fins, donc ce qui exclut des exploités. Alors, il y a un autre théoricien qui s'appelle Gary Francione, qui est vraiment, lui, un abolitionniste qui revendique la fin de la domestication, ce qui est aussi le cas de Peter Singer et de Tom Regan, hein, mais du point de vue de la propriété. Donc, lui dit que tant que les animaux seront appropriés par nous, ils pourront pas être bien, ils pourront pas être respectés, etc. Et donc, comme la première des appropriations, c'est la domestication, évidemment, il prône l'abolition des liens de domestication. Et puis, un peu différent de ça, mais en fait qui rejoint, c'est d'autres théoriciens qui ont écrit un livre qui s'appelle Zoopolis il y a quelques années, qui est très très souvent cité, parce que lui, il prend en compte qu'en fait, abolir nos relations avec les animaux, c'est pas tellement dans l'idée de nos concitoyens qui tiennent à leurs chiens, leurs chats, leurs chevaux. Et donc la plupart, ils veulent bien se passer des vaches parce qu'ils s'en foutent, c'est pas leurs animaux, mais par contre, ils veulent pas abandonner leurs chiens. Et donc ils essayent de lever cet aporie-là et de dire c'est vrai que quand même, oui d'accord, les animaux sont exploités, mais la domestication c'est pas le problème parce que quand même les animaux ils apportent beaucoup aux humains, donc on va pas casser tout quand même. Mais quand même, il faut faire des différences entre animaux. Il y a les animaux qu'on peut incorporer comme citoyens dans la société, par exemple les chiens. Et puis, il y a les animaux de ferme. Ceux-là, on va les libérer. Si on libère un chien dans la nature, ça s'appelle abandonner, hein, normalement. Mais là, les vaches, on les met dans la campagne et ils sont libérés. Et donc, alors voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on va vivre avec des chiens citoyens, des chats citoyens, et que, vu que le problème c'est l'appropriation et l'exploitation, on pourrait avoir par exemple 3 moutons là, qui broutent dans la cour de l'école, mais on ne pourrait pas prendre leur laine, on pourrait pas, il faudra les tondre bien sûr, oui, ça ils reconnaissent que quand même il faut tondre des moutons, mais on ne pourrait pas vendre leur laine parce que sinon ce serait de l'exploitation. Donc soit la laine, on fait nous-mêmes tout. Voilà, soit on la donne aux oiseaux là, pour qu'ils fassent leur nid. Voilà, des choses comme ça, quoi, qui vraiment, ce livre témoigne que vraiment les auteurs, mais alors n'ont aucune idée de ce que c'est que l'élevage. Et c'est assez tragique parce que c'est un livre qui a été vendu à des milliers d'exemplaires. Quand il est sorti, il y avait des piles comme ça, il a été traduit dans je sais pas combien de langues. Enfin, c'est vraiment un livre qui fait semblant d'être différent des précédents, mais en fait qui tient la même chose, c'est-à-dire le véganisme, c'est le fait de manger aucun produit animaux, et le fait de dire mais on va pas tout casser, mais en fait ce qu'il propose c'est tellement niais que c'est impossible, quoi. Et donc voilà, c'est toutes ces théories là qu'en fait qui soutiennent l'action des associations de défense des animaux, comme la plus connue là, c'est L214 dans notre pays. Et donc ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment de rejeter l'élevage. C'est des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'élevage, mais qui le rejettent, mais comme si c'était le pire des crimes. Et donc de l'alimentation carnée. Alors beaucoup plus l'alimentation carnée que les produits animaux en général, parce qu'ils savent bien en fait qu'il y a plein de gens il y a très peu de véganes en fait, hein, dans la société il y a 0,2% des gens qui se passent complètement de produits animaux. Par contre il y a beaucoup de végétariens, mais un trait végétarien c'est quand même un lien très fort avec l'élevage, puisqu'on mange des œufs, on mange du fromage, du miel, voilà, on peut porter de la laine, etc. Enfin,
c'est végétarisme et véganisme, c'est deux choses complètement différentes. Et les végétariens, c'est vraiment pour moi les premières personnes à devoir soutenir l'élevage. C'est leur intérêt, comme aux omnivores, en fait, il y a peu de différence, en fait, sauf que, bon, voilà, les gens ne mangent pas de la viande, mais s'ils ne mangent pas de la viande, c'est parce que d'autres la mangent, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait des vaches de réforme, des poules de réforme, des veaux, voilà. Il faut bien qu'il y ait des gens qui mangent de la viande pour qu'il y ait des gens qui ne la mangent pas. Donc en fait, jusqu'à en fait assez récemment, enfin, hormis d'un point de vue théorique, des philosophes qui écrivent un tas de choses, etc., tout ça était assez confidentiel. Enfin, ça ne servait pas l'ampleur que ça a aujourd'hui d'occuper les pages du Monde, de Libération, etc. Mais il y a deux grandes tendances là, qui ont fait évoluer les choses depuis moins de 10 ans. C'est d'une part le constat des dégâts considérables que génèrent les productions animales sur l'environnement et la santé, et puis ce dont je vais parler maintenant, donc l'agriculture cellulaire. Alors à propos des dégâts sur l'environnement, en fait l'idée que l'élevage c'est une des causes principales de l'effet de serre, ça date de 2006 d'un rapport de la FAO qui disait à cette époque que l'élevage était responsable de 18% de l'effet de serre. Alors, ils emploient le mot élevage, comme je le disais là, précédemment, depuis le 19e siècle, le terme élevage, en fait, approprié par la zootechnie, désigne les productions animales. En fait, l'élevage, il a disparu dans des concepts, il a disparu des paysages. Il n'y a pas de concept d'élevage. Si vous regardez le mot élevage dans une encyclopédie, en fait, ce qu'ils décrivent, c'est plus les productions animales que l'élevage. D'ailleurs, ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est de définir l'élevage, de montrer à quoi ça renvoie, etc. Et donc, voilà, depuis une dizaine d'années, enfin moins de 10 ans, voilà, l'élevage est accusé de tous les maux, quoi. L'élevage produit de l'effet de serre, l'élevage c'est mauvais pour la santé, l'élevage, etc. Sans distinguer élevage et production animale. Alors que ce soit la FAO, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau d'État français, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau de syndicats agricoles majoritaires, que ce soit évidemment au niveau de la défense des animaux, puisqu'ils le font exprès de ne pas distinguer les deux. Mais ça c'est très important, le fait qu'il n'y ait qu'un seul mot pour désigner deux rapports de travail aux animaux complètement différents, c'est ça qui plombe en fait la défense de l'élevage. Parce que quand on dit élevage, et de quoi on parle, quoi. Quand la FNSEA parle d'élevage, de quoi elle parle. Et d'autre part, il y a quelque chose qui change fondamentalement la donne aujourd'hui, c'est donc l'émergence de l'agriculture cellulaire, avec l'idée qu'on peut produire non plus à partir de la cellule, mais non plus à partir de l'animal ou de la plante, mais à partir de la cellule. Alors, cette agriculture cellulaire, en fait, elle est présentée par les concepteurs et par exemple les défenseur des animaux comme quelque chose de complètement nouveau, issu de la technique. Alors qu'en fait, c'est vraiment la suite de ce qui précède, parce qu'au XIXe siècle, les zootechniciens ont dit que le travail avec les animaux, ça servait à produire de la matière animale à partir des animaux. Et là, l'agriculture cellulaire propose de produire la matière animale non plus à partir des animaux, mais à partir de la cellule. Donc on change de niveau d'extraction, mais en fait c'est exactement le même système de pensée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des millions de vaches, on va avoir une vache, mais elle sert juste à produire la matière animale, quoi, qu'on va extraire. Voilà. Et donc, par exemple, il y a Mark Post, là, qui est un des pionniers, un chercheur néerlandais qui est pionnier de ce domaine, là, qui a présenté le premier hamburger in vitro en 2013. Il dit que, je le cite, la viande in vitro de bovin est 100% naturelle, elle grossit en dehors de la vache. C'est ça leur idée. C'est que la vache, c'est un contenant, il y a la matière animale dedans, donc on la sort, et que ce soit une vache ou un incubateur, c'est pareil. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez rigolo, parce que j'ai eu l'occasion d'entendre un dirigeant d'une start-up comme ça, d'agriculture cellulaire, qui s'appelle
Left Farm, le directeur est français, et il disait qu'il a 2 incubateurs en ce moment, puisqu'ils en sont encore quand même au stade expérimental, et donc il a donné des noms à ces incubateurs, en fait. Donc Et donc depuis 2013, depuis ce chercheur hollandais Mark Post s'est lancé là-dedans, il y avait une trentaine de startups quand j'ai fini ce livre en juin. Maintenant il y en a plus parce que je vois qu'il en apparaît une tous les 15 jours et je dois en louper. Donc, alors c'est en fait ce monde de l'agriculture cellulaire, il est construit avec différents acteurs. Alors il y a les startups, les biologistes qui innovent, voilà, qui se disent au nom de la planète et pour les animaux on va produire comme ça à partir de la cellule. Ces gens-là, c'est des startups, donc ils sont soutenus par des financiers, et pas par des petits financiers. Ils sont soutenus par des milliardaires comme Bill Gates, comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon, par des milliardaires comme Leonardo DiCaprio, par des associations non-profit. D'ailleurs, c'est une formule américaine. Alors, les associations non-profit, c'est par exemple la Cellular Agriculture Society, la société d'agriculture cellulaire, à laquelle appartiennent Peter Singer, dont je parlais au début, le pape de la cause animale, qui est passé donc de la cause animale à l'agriculture cellulaire. Et très logiquement, puisque s'il ne faut pas manger de viande, il faut produire autre chose. Et voilà. Et il y en a d'autres comme ça, qui sont passés de la cause animale à la viande in vitro. Et pas seulement, il y a aussi tous ces gens. Et puis il y a des grands noms de l'industrie de la viande comme Tyson Food. Aux États-Unis, je pense d'ailleurs c'est la plus grosse entreprise de production de viande au monde en fait, qui investit dans la viande in vitro. Ou alors Bell Food Group en Suisse, et c'est aussi l'industrie. Donc l'industrie il y a l'agriculture cellulaire, nouveaux entrants dans la production de viande à partir donc là. Et puis il y a les anciens, les mastodontes de l'industrie de la viande, qui se disent oh là là, ça commence à sentir le roussi, là on va investir des billes, on va voir ce que ça donne. Et donc il y a une des questions, alors, ils savent à peu près produire, mais la question qui se pose évidemment c'est est-ce que les consommateurs vont l'acheter cette viande Et alors ils multiplient, ce que j'ai cherché dans le livre, multiplient les études de marché dans tous les pays. Ils vérifient est-ce que les gens sont pour acheter cette viande. Et en fait, globalement, on peut dire que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était en 2010, la réponse était non, les consommateurs, ça ne les intéressait pas. Et maintenant, c'est plutôt peut-être. Parce que d'une part, ils multiplient les études de marché, et donc ils mettent la question dans l'air du temps. Et puis d'autre part, ils ont considéré, suite à des études, que la limite, en fait, c'était que les consommateurs, je leur dis ce qu'ils pensent eux, c'est que les consommateurs ne savent pas assez comment sont produits les animaux en élevage, et donc il faut leur montrer pour que par comparaison, ils préfèrent les produits de l'agriculture cellulaire. Et donc c'est là que reviennent les associations de défense des animaux, c'est que cette démonstration de la violence de l'élevage, c'est eux qui l'amènent, de l'élevage, et pas des productions animales, et c'est vraiment le rôle de L214. Une association comme L214, elle sert vraiment à ça, à montrer les vidéos, à montrer combien l'élevage est violent contre les animaux. Et c'est pas nouveau parce que l'association PETA aux États-Unis, qui est la très grosse association de défense des animaux, en 2008, elle offrait $1 million aux chercheurs qui arriveraient à faire un poulet in vitro, un vrai poulet in vitro, indifférenciable du poulet. Et donc, en fait, ça avait pas, ce $1 million, il a échu à personne parce que c'était en 2008, donc ça allait jusqu'à 2012. Après, ils ont relancé et finalement, entre-temps, les startups se sont multipliées, donc ils se sont dit c'est plus la peine de financer ça. Ou alors, peut-être qu'ils l'ont financé quand même. En tout cas, c'est pas dit. Et donc,
Et donc à propos justement par exemple de L214, le fait que le rapport du commissaire aux comptes met en évidence que cette association a reçu en 2017 1,2 million d'euros d'une fondation américaine, fondation californienne, qui a été créée par un des cofondateurs de Facebook. Facebook aussi est investi là-dedans. Ça témoigne justement de ça, de à quoi servent ces associations du point de vue de l'agriculture cellulaire, en fait, ce que je disais, à montrer ce qui se passe. Et donc pour ça, quand même, ils ont reçu plus d'1 million de dollars, ça fait 1/5 de leur budget, que quand même très élevé, c'est pas une petite association. Ils ont 70 personnes qui travaillent dans cette association et ils ont un budget de 5 millions d'euros. Et donc il y a un autre exemple aussi, c'est l'association Gaïa en Belgique, qui elle a carrément une extension de son site internet sur la viande cultivée, avec écrit comme accroche la viande cultivée, c'est la même chose que la viande. Et ça permet de réconcilier les amis des animaux et les amateurs de viande. Voilà, Et donc l'objectif de ces startups, donc avec l'aide des associations de défense des animaux, c'est vraiment de prendre la place des productions animales industrielles. Et donc elles font en fait ce qui s'est passé au XIXe siècle. Au XIXe siècle, l'industrie, les zootechniciens ont dit aux paysans, mais vous êtes archaïques, c'est vieux, votre truc c'est moche, c'est obsolète. Et là maintenant, les mêmes, eux, ils se voient taxés par les plus modernes qu'eux de obsolètes, archaïques, etc. Et donc voilà. Et donc voilà. C'est vrai que ça va avec, en plus, avec d'autres ambitions du point de vue des biotechnologies, par exemple pour fabriquer du cuir ou pour faire ce qu'ils appellent du biodesign, c'est-à-dire en fait de réinventer la nature, quoi. Ils veulent faire mieux que la nature. Voilà, le biodesign, c'est ça, c'est faire mieux que la nature pour rendre l'avenir, je cite, pour rendre l'avenir meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont tous en commun. Si vous regardez leur site internet à ces gens, c'est qu'ils veulent rendre le monde meilleur. C'est vraiment pour notre bien, quoi. Et donc, pour conclure, là, toutes ces orientations sont tenues par les organisations les plus puissantes de la planète, quoi. C'est vraiment les gens qui ont tout l'argent du monde, quoi. Donc, et c'est le triomphe, voilà, de la technique sur la vie. Et donc, en fait, quand on dit qu'on défend l'élevage, ou qu'on défend un autre rapport au monde, quelque chose de plus artisanal, enfin quelque chose de fondamentalement artisanal, donc on a l'air un peu de vouloir revenir au néolithique. Et donc, voilà, pour conclure, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est bien la question du travail qui est en jeu. Donc, je reviens, c'est pour ça, là, au début de mon intervention, parce que le travail paysan, le travail de l'artisan, c'est un rapport au monde et à la vie. Et lorsque les ludistes détruisaient les machines à tisser au début du XVIIIe en Angleterre, c'était pas seulement contre l'industrie, contre la machine à tisser qu'ils luttaient, mais pour un certain rapport à la vie dont ils pressentaient, donc, et à juste titre, puisque le temps l'a montré, qu'il allait être sacrifié donc à l'autel du profit à court terme. Donc l'enjeu aujourd'hui dans nos relations aux animaux, c'est d'assumer un rapport asymétrique aux animaux. Il faut assumer qu'on a un rapport asymétrique aux animaux domestiques, et donc certains font partie de notre alimentation, mais que grâce au travail, néanmoins, on peut donner aux animaux la chance de vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue. Et donc, il faut souligner que la bataille pour l'élevage, en fait, ou pour défendre l'élevage paysan, est bien loin d'être gagnée, parce qu'au niveau politique, l'idée montante, c'est qu'il ne faut pas, ce que j'ai entendu de la part de députés, c'est qu'il ne faut pas laisser l'agriculture cellulaire dans les mains des start-up américaines, et donc finalement, en France, on doit se lancer dans la course, on doit financer des start-up, etc. Et donc l'idée, c'est que l'agriculture cellulaire va remplacer les systèmes industriels. Bon, c'est bien, on va remplacer une merde par une autre. Et on va, mais il y aura toujours un élevage paysan de qualité. Donc ça va. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de faire perdurer l'alimentation à deux vitesses qui existe déjà, puisque la merde industrielle pour les uns et le truc pour les autres, ça va continuer comme ça. Alors il y a
quelque chose que je pense que ces gens oublient, c'est qu'on on fait pas durer l'élevage avec quelques élevages comme ça en France, quoi. Que l'élevage, c'est pas des animaux, c'est des troupeaux, c'est des populations, et puis c'est des populations dans le monde entier, quoi. Et donc, en plus, oui, voilà, il y a la diversité génétique, etc. Donc en fait, c'est ça qui est l'enjeu, c'est contre tous ces gens, de défendre l'élevage paysan, non pas comme une survivance à côté de l'agriculture cellulaire, mais contre l'agriculture cellulaire. Et ça, les discussions que j'ai eues avec des députés récemment laissent penser que c'est pas du tout dans ce sens-là qu'ils vont. Il y a même un député à qui j'ai dit, mais quand même, on pourrait installer des éleveurs, on pourrait installer des milliers d'éleveurs. Je dis Et il m'a répondu, mais vous savez bien qu'on n'installera pas des milliers d'éleveurs. Et ben oui. Et donc voilà. Et donc c'est parce que derrière l'élevage, en fait, il y a un projet de société, il y a un projet d'une autre société, et qui met en avant justement nos liens aux animaux et une alimentation de qualité pour tous. Voilà, je vous remercie. Peut-être vos questions, s'il y en a, j'imagine. Oui, je voulais juste, quand vous avez dit qu'il y avait au XIXe siècle, on commençait à défendre les chevaux de cocher. Alors c'est peut-être parce qu'on les défendait, parce que c'est ce qui se voyait. Mais il y avait aussi des chevaux qui descendaient dans les mines. Et on ne les défendait pas plus que les enfants, ou moins, enfin pas plus ni moins que les enfants qui descendaient aussi dans les mines. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Où est-ce qu'on en est exactement avec la clean meat, justement la viande in vitro et tout ça? La viande In vitro. Alors, d'un point de vue technique, je pense que c'est au point, mais par exemple, aux États-Unis, l'administration américaine a d'ores et déjà autorisé la vente de cette viande in vitro dès qu'elle apparaîtra. Là, ce qu'ils sont en train de faire, ce que je disais, ils sont en train de construire le marché. Parce que même s'ils ont la technique, alors, ce qu'ils savent faire dans un incubateur, ils peuvent le faire dans 100 incubateurs. Qu'est-ce qu'ils font dans un incubateur? Ils font de la fibre musculaire Oui. Qui n'ont aucun goût. Non, qui n'ont aucun goût, mais qui, justement, mais il faut voir les capacités techniques qu'ils ont, non, de faire. Là, il y a la cellule, c'est la cellule, mais derrière. Sur la texture, sur les protéines et sur le goût, ça doit être. Mais même, ils sont au niveau de l'ADN, en fait. C'est même pas Jocelyne, il y a 15 jours, quand on s'est vu à, je sais pas, avec Galatée, je sais pas si tu as vu, il y avait un article qui tournait d'une traduction du Wall Street Journal dans Le Monde qui a vu, je sais pas si tu l'as vu. Non. Donc il disait qu'aux États-Unis, il y avait des steaks hachés dans les supermarchés, donc d'une boîte qui s'appelait Impossible Meat, et qui avait Whopper, qui était une grosse enseigne comme McDo, qui sortait, ça y est, qui venait de sortir un sandwich avec de la viande synthétique, je crois. Oui, mais ça, c'est Impossible Food, c'est du végétal. Et le steak haché, il avait l'air de dire que c'était de la viande déjà. Oui, mais c'est du végétal. C'est du végétal, mais il y a quand même quelque chose de. Mais c'est quand même la même. C'est la préparation du marché, en fait. Oui, en fait, ils essayent de faire un truc avec du végétal, globalement du soja, mais qui, quand par exemple on coupe, qui saigne et tout ça, donc ils mettent un dérivé de l'hémoglobine. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Ah oui, ils prennent un truc qui s'appelle l'hème, c'est un composant de l'hémoglobine, et qui donne ce truc quand on coupe, là, qui fasse saignant. Voilà. Mais ils travaillent le goût, effectivement, c'est un niveau technique hallucinant. Hein, ils ont pour l'instant un problème de coût. Finalement, pour pouvoir le généraliser, il faut que finalement, ces incubateurs puissent produire. Et puis de marcher, parce qu'avant de lancer les trucs, ils veulent être sûrs qu'on mangera le truc, quoi. Donc c'est ça qu'ils font, c'est qu'ils préparent le marché, quoi. Avec plus une polarité sur l'Asie, apparemment, sur la Chine qui évidemment s'intéresse à ça, et qui a déjà des liens avec les Israéliens pour faire cette viande in vitro. Oui, moi je voulais juste savoir si vous ne pensez pas quand même qu'ils vont se confronter à un autre problème, parce que là on parle du marché américain, israélien, etc., où là-bas ils ne font pas trop attention à ce qu'ils mangent, on va dire, au niveau des produits chimiques et compagnie. Mais ici on voit en Europe quand même que les applications, par exemple sur le téléphone, où les gens vont scanner tous les objets, enfin tous les aliments, je veux dire, pour vérifier ce qu'il y a dedans au niveau chimique, etc., parce que ces steaks-là, moi j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, et je m'étais intéressé à ça.
Et à part de la cellule qui produit, c'est de la matière, mais qui n'a aucun goût, qui n'a rien, donc ils vont rajouter après 90%, ce ne sont que des produits chimiques. Est-ce qu'en Europe, ils ne vont pas se confronter quand même à ce problème-là? C'est pas que des produits chimiques, non, ils essayent, comme à les fermes, la société israélienne, là, ils essayent, en fait, ils font la culture de cellules de base, mais ils rajoutent d'autres cellules, des cellules de gras, des cellules d'os, des cellules de ci, de ça. C'est de la reconstruction, en fait, mais comme ce qu'on fait déjà avec le lait, par exemple. Hein, le lait industriel est pulvérisé dans toutes ces parties qu'on retrouve à droite à gauche, dans les biscuits, dans les... Voilà, et donc là, c'est plus au niveau du produit, c'est au niveau de l'ADN. Oui. C'est, par exemple, le miel. Ils font maintenant, ils ont entrepris de faire du miel à partir de la modification ADN d'une bactérie, quoi. Donc c'est pas du chimique, et donc du coup c'est pas le côté. Alors ils sont obligés de travailler le côté artificiel, naturel. Oui, ils en mettent quand même beaucoup. Ils disaient pour les arômes, pour le même. Enfin, il n'y a pas que. Il y a quand même Je crois qu'ils en mettront. De synthèse dedans. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils en mettront plus que... Sans parler des conservateurs. Ils sont obligés de mettre des conservateurs. Ben là, le problème, moi je pense, c'est plutôt ça. C'est le côté sanitaire. C'est par exemple, quand on sait qu'on laisse un beefsteak haché, les bactéries en un rien de temps, comment ils vont faire pour... Mais bon, ça, j'ai pas vu soulever ce truc, moi je sais pas. Parce qu'évidemment, sur leur site internet, il y a tout du baratin, bon pour la planète, voilà. Faut regarder ces sites, le vocabulaire et les histoires à dormir debout qu'ils racontent, on dirait des contes pour enfants, quoi. Ils nous prennent vraiment pour des billes, et donc le monde meilleur. Mais ils parlent pas de leur procédé technique. Bah, c'est ça. C'est ça. Dans la mise en place de la nouvelle PAC, quelle est la pression actuellement justement du monde de l'élevage et qu'est-ce que c'est qui se dessine par rapport à ça? Ben là, je pense que les politiques et les décideurs au niveau des productions animales et de l'Europe, ils n'ont pas du tout anticipé cette arrivée de l'agriculture cellulaire. Alors, ça, c'est dramatique. Non, ils l'ont pas anticipé. Moi-même, j'ai écrit un premier article en 2010 là-dessus. Et il a été publié dans la revue Politique et Parlementaire. Et c'était au moment où il était discuté la PAC. Et donc j'ai fait un article. L'introduction, c'était on discute la PAC, on discute l'avenir de l'agriculture. Il faudrait peut-être s'intéresser à ça. En fait, la revue a pris mon papier, mais le directeur m'a envoyé un petit mot en me disant qu'il le prenait, mais c'était sympa, mon truc futuriste, quoi. Ils l'ont pris parce qu'ils devaient se dire quand même qu'il y avait quelque chose, mais en fait ils ne croyaient pas du tout. Hein. Et donc, et là je pense que et les politiques et les productions animales, comme là Interbev, enfin toutes les structures, ils réalisent seulement ce qui est en train d'arriver. Alors ce qu'il y a, c'est que moi ce que je me dis, c'est que ça peut, c'est pas la viande in vitro, le végétal, oui ça marche, mais il n'y a pas de problème vraiment, mais la viande in vitro, elle n'est pas encore, ça se trouve ça va foirer, quoi, c'est ce que j'espère vraiment, mais compte tenu des millions injectés là-dedans, c'est peu probable quand même, et donc je pense que non, il n'y a pas eu d'anticipation du tout. Et le truc, c'est ça, c'est comme si je dis un député qui m'a répondu, il faut qu'on se lance là-dedans et la recherche, il faut qu'elle se mette là-dedans. Donc les financements, ils ne vont pas aller vers remaintenir l'élevage paysan. Oui, ça, et puis du coup, tout le travail sur la biodiversité, parce que c'est intimement lié, tout sur le travail sur le paysage qui est intimement lié, donc... s'il n'y a plus de production, d'élevage paysan, on perd une grande partie de l'originalité de la France. C'est-à-dire que leur idée, c'est de maintenir l'élevage, de remplacer une merde industrielle par une autre merde industrielle. De toute façon, c'est comme ça, les animaux souffriront plus. Et puis, ils s'imaginent que ça ne va pas changer au-delà de ça, qu'ils vont juste remplacer un truc pourri par un autre truc pourri, et que l'élevage paysan, le paysage territoriaux et tout ça, ça va rester. Si l'argent n'est pas mis pour aider ce type d'agriculture, il sera mis ailleurs, de toute façon. Ah bah oui, déjà il n'est pas mis dans la bio ou des trucs comme ça, alors c'est sûr que... Ça reste quand même un peu de la science-fiction, parce qu'imaginez qu'on va pouvoir produire
des milliards de tonnes de viande in vitro, il va falloir des incubateurs énormes, il va falloir, ça pose des problèmes techniques quand même assez spectaculaires. Non, mais il y aura des incubateurs dans tous les pays. Oui, mais enfin, il n'en faut pas un. L'idée, c'est d'en mettre dans les maisons. Non, mais une vache, on nourrit 500 000. Bah, une cellule de vache, ça nourrit 500 000 personnes. Oui, mais ça prend du temps. Bref, pas tant. La technologie, des milieux de culture, des sérums animaux. Dans tous les milieux de culture, on met des sérums animaux. Bah là, ils mettent pas de sérum. Non, voilà. Et au début, ils mettaient du sérum animaux. Ça avait un peu désordre quand même. Ils mettent plus de sérum animaux. Non. Ce que j'entends dans votre discours là, que je n'entendais pas vraiment lu clairement dans vos livres, c'est cette histoire d'idéologie en fait. Ce que vous dites là, ça rejoint l'idéologie qui prend énormément de place à l'heure actuelle, qui est l'idéologie transhumaniste. Et ça fait partie du projet. Et quand vous parliez d'antispécisme, ça vous n'en avez pas parlé là, mais en fait c'est de casser les barrières anti-espèces, c'est-à-dire un robot c'est comme un être humain c'est comme un animal, donc on acceptera les animaux comme on acceptera les robots. C'est un ensemble de choses sur lesquelles à l'heure actuelle il y a énormément de pression au niveau médiatique, on en entend très très régulièrement parler. Même moi qui ne suis pas connecté beaucoup sur Internet, sur les médias et tout, j'entends régulièrement parler d'intelligence artificielle, de la robotisation, de tout ce système qui veulent nous vendre. Alors, bon, voilà, je l'entends de votre bouche ce soir, c'est vrai que je l'ai moins lu dans vos... J'ai écrit un truc là-dessus dans la revue Écologie et politique. On a fait un dossier avec des collègues qui s'appelle « Travail animal, l'autre champ du social ». Et le papier que j'ai écrit, c'est sur le remplacement des animaux de compagnie par les robots. Par des robots de compagnie, comme ces par les chiens, robots, etc., voilà. de bergers, comme on parlait tout à l'heure, etc. Qu'on voit dans les salons d'agriculture et tout maintenant. Voilà. Et les robots dans les maisons de retraite qui remplacent les animaux. Remplacent des personnes. Et les robots chiens qui veulent pour les enfants. Il y a tout un processus d'exclusion, ce que je disais, des animaux du travail, mais dans tout. Alors c'est vrai que le côté que je développe pas, c'est le côté transhumanisme, mais c'est vrai qu'on est dans un monde comme ça où tout est... Après, cette proximité, elle est quand même assez récente, parce que moi, pour avoir rencontré mes premiers antispécistes il y a 25-30 ans, c'était dans le mouvement anti-mondialisation, c'était des gens assez proches, qui donnaient l'impression de se battre contre la mondialisation, l'industrialisation. Et donc il y avait une proximité idéologique avec le capital qui n'était pas du tout évidente à l'époque. Et cette espèce d'idéologie où on considère qu'il n'y a plus de barrière des espèces, que la nature ça n'existe pas, c'est des choses qui étaient portées par les antispécistes depuis le début. Et ça fait que très peu de temps que le capital s'est dit « Ah mais ce truc est absolument génial, ça va nous ouvrir des barrières de marché absolument incroyables ». Et cette concomitance qui nous paraît absolument dingue depuis 10 ans, il y a 20 ans, elle n'était vraiment pas du tout évidente. C'est ça qui est vraiment très bizarre dans cette... Et c'est pas il y a 10 ans, hein. C'est pas il y a 10 ans, hein. C'est il y a 5 ans. Hein. Voilà, parce que là, j'ai repéré, j'ai cherché la date de naissance des startups. J'ai cherché L214 depuis combien de temps? Parce que je me suis dit, mais... Parce que c'est l'origine de ce livre, c'est ça. C'est que je me suis dit, mais pourquoi d'un seul coup, Libération, Le Monde, la télé, la radio s'intéressent aux animaux? Les pauvres animaux, ça fait 50 ans que les pauvres animaux, et quand moi j'écrivais des choses du genre La mort n'est pas notre métier, là, qui est un bouquin quand même bien serré contre les systèmes industriels, j'avais pas la une du Monde, tout le monde s'en foutait royal. Hein. Je me dis pourquoi ils s'en foutaient, pourquoi ils s'en foutent plus. C'est pour ça que je suis arrivé à la viande in vitro en fait. Et du coup j'ai regardé L214 en 2014, 28 occurrences dans la presse, 28 en 2018, 650 et quelques. C'est en 4 ans, quoi. Et d'un autre côté, les startups de la viande in vitro, j'ai cherché quand est-ce qu'elles étaient apparues, enfin toutes celles que je cite. 2000, alors il y en a qui sont, comme Marc Post, c'est assez ancien, mais sinon, en gros, c'est 2016, 2017, 2018. Disons 2015, 2016, 2017, 2018. Depuis 2015. Je pense que c'est un truc qui... Alors qu'ils partagent ça, je veux dire, les théoriciens qui sont cités par Peter Singer, les grands philosophes de la Renaissance, c'est John Stuart Mill, c'est aussi des gens, par exemple, qui donnent les bases du libéralisme, quoi. L'utilitarisme, ces choses sont assumées, mais ils l'ont... Voilà, c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'ils se sont découverts entre eux. S'il vous plaît. Et est-ce qu'il y a des études identiques à ça sur l'évolution de l'élevage traditionnel vers les productions animales industrielles, vers l'industrie dans les pays émergents?
Parce qu'en fait, dans les 20 ans à venir, c'est eux qui font tout, qui font le monde de la production, des productions animales. Les pays émergents, l'Inde... Inde, Chine, la Brésil... Chine, ils sont 100% industriels quasiment, parce que tous ces pays, ils sont en train de détruire leur paysannerie pour la remplacer par des systèmes industriels que nous, on exporte. Mais il n'y a pas d'études de chercheurs qui font un peu l'équivalent de ce que vous faites. J'en connais pas. C'est vrai que moi je suis très franco-française, oui. Parce que... Oui, mais vous auriez vu s'il y avait eu des... le même genre, non, oui, je connais pas, non. Et l'Inde, c'est quand même un pays un peu différent, parce que c'est un pays où la relation des hommes, des sociétés avec les animaux est très forte. On se promène en Inde, il y a des animaux partout, les gens vivent avec. Oui, mais c'est quand même le premier exportateur de viande, non? Voilà, c'est ça. 80% végétariens. Mais le premier exportateur de viande, l'Inde. Parce qu'ils ne les mangent pas, mais ils les mangent pas, mais ils les exportent. C'est vrai qu'ils ne les mangent pas, oui, donc ils les exportent. Une question aussi ou une réaction? Moi, ce qui me questionne, c'est la mort de l'animal. Alors, moi, j'entends bien, j'ai mon enfance où j'étais éleveur, enfin, pas moi, mais la famille où j'étais, donc je connais le rapport avec l'animal, tout ça. Par contre, ce qui m'a toujours un peu, qui me titille, c'est la mort, que ce soit de l'homme d'ailleurs. Je fais partie de l'ADMD, Association pour le droit du monde dans la dignité. Bon, j'aimerais aussi. Alors, d'ailleurs, c'est un des arguments, les animaux domestiques, je parle des chiens et des chats, ils sont relativement. On les euthanasie. Bon, ça me pose pas de problème. Mais les gros animaux, les vaches, les cochons, qui les tue, comment ça se passe? Moi, j'aimerais bien un peu savoir. Évidemment, je ne parle pas des élevages industriels où c'est la tuerie à la chaîne. Bien sûr, c'est dégueulasse. Enfin, moi, je comprends pas. Enfin, d'un certain côté, je comprends le mouvement, comment vous dites, bon, d'un certain côté qui dénonce ça, je trouve ça bien, parce que c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est l'homme qui tue comme ça. Alors, mais comment tuer nos animaux? Quelle est la technique, quoi? Non, mais ce qu'il y a, c'est que l'abattoir industriel, c'est la suite de la production industrielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre l'abattoir à part. Si on produit les cochons en masse, on les tue en masse. Ça va ensemble, quoi. D'ailleurs, quand j'ai travaillé dans la filière porcine, je l'ai bien vu. Pour les directeurs d'abattoirs que j'ai rencontrés, c'est un seul processus, quoi. C'est un abattoir, on tue les animaux, bon, mais c'est un truc de transformation de la viande. L'animal, c'est de la viande en arrivant à l'abattoir, mais c'est de la viande avant. Parce qu'il n'a aucune existence, c'est un produit industriel. Donc le problème, c'est, alors l'industrie, on maltraite les animaux de leur naissance à leur mort. Je connais comment on dit là, celui qui s'occupe des porcs, pas le boucher, le charcutier. Je connais un charcutier sur ces emballages-là, on voit le cochon qui rentre en souriant dans des machines, il ressort en saucisse, quoi. Bon, je ferme la parenthèse. Non, mais donc sur l'abattage, je travaille là-dessus depuis fort longtemps, parce que c'est la mort des animaux, effectivement, le problème de toute l'histoire. C'est la mort des animaux que les abolitionnistes refusent. Et donc, là, je travaille depuis longtemps là-dessus, mais ce sur quoi j'ai travaillé depuis longtemps, c'est sur l'abattage à la ferme, c'est-à-dire comment faire pour sortir les animaux des abattoirs et abattre à la ferme, surtout dans tous les élevages paysans qui ont très peu d'animaux à abattre en fait. Et donc l'idée c'est ça, c'est que l'élevage, on élève bien les animaux, et actuellement en fait, un éleveur, il ne peut pas abattre ses animaux comme il les a élevés. Il y a une rupture de... Même un paysan, la finalité, c'est l'abattoir. Oui, mais même, c'est pas grave que ce soit... pour moi, c'est pas le problème. Non, mais simplement... Non, mais il faut passer par l'abattoir. Il faut passer par l'abattoir. La réglementation qui doit être respectée est une réglementation industrielle. Voilà. On ne peut pas donner la mort autrement qu'industriellement en France. Voilà. Si vous tuez des animaux chez vous, c'est illégal. C'est illégal. Et donc les éleveurs j'ai remarqué dans mes enquêtes depuis un moment qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui en fait
pour ne pas emmener leurs animaux à l'abattoir, ils abattent chez eux clandestinement. Mais donc ça nécessite en fait d'avoir un réseau. On ne peut pas vendre aux AMAP, on ne peut pas vendre aux cantines, on ne peut pas vendre aux bouchers, etc. Donc voilà. Et donc il y a des, et en plus, ce que dit Xavier, c'est que si on abat la ferme, on est passible, c'est clandestin, on est passible de 6 mois de prison, 15 000 € d'amende. Enfin bref, je vous passe les détails, mais on a travaillé avec un éleveur, on a monté une association qui s'appelle Quand l'abattoir vient à la ferme, il y a 2015 c'était, et donc on a travaillé avec la conf à proposer, on a réussi à faire passer dans la loi alimentation la dernière, là, un amendement qui autorise une expérimentation sur l'abattage à la ferme. Donc en ce moment, il y a des éleveurs de la conf dans certains endroits, de notre association un peu partout, qui travaillent à mettre en place des systèmes d'abattage à la ferme, soit des camions, un camion qui arrive, voilà, soit des caissons, où là c'est juste la remorque, et puis ça nécessite qu'il y ait un abattoir pas loin, etc. Mais il n'y a plus beaucoup d'abattoirs pas loin, justement c'est ça le problème, s'il y en a plus que 250. Donc, et puis la majorité c'est des abattoirs industriels. Et ça existe déjà dans certains pays, c'est des abattoiirs qui se déplacent. Oui, il y en a en Suède, oui. Et puis en Allemagne il y a pas beaucoup de petits abattoirs et beaucoup de caissons, de remorques. Il y a quelques années, les éleveurs avaient le droit d'abattre chez eux des animaux de petite taille, moutons, chèvres ou porcs ou volailles, pour leur consommation personnelle ou familiale. C'est à partir du moment où ils devaient les vendre qu'ils devaient passer par un abattoir pour qu'il y ait une inspection sanitaire complète. Mais ça n'existe plus, cette chose. Si, je pense que si, on peut pour sa consommation. Mais ça, c'est parfaitement légal. Ça, c'est toléré. C'est toléré, oui, c'est toléré. C'est par exemple un cochon par an par foyer, ou un mouton par an par foyer. Après, au-delà de 2, etc., c'est pour vendre, alors là, c'est plus droit. En fait, c'est simplement que dans le code rural, depuis Napoléon, il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à changer, parce qu'il faudrait changer le code rural, c'est qu'un éleveur a la propriété de son animal, et avec la propriété vient le droit de tuer. Et depuis, toutes les réglementations essayent de réduire ce droit-là, réglementation sanitaire, toute la réglementation prophylaxie, et donc ça s'est réduit à peau de chagrin, où vous pouvez tuer pour votre famille proche, sachant qu'un cousin n'est plus une famille proche, un voisin c'est pas la famille proche, et je crois qu'un grand-père n'est même plus de la famille proche. La famille proche c'est vos enfants et rare quoi. Donc voilà, c'est une vraie réduction, mais ils n'arrivent pas à interdire la tuerie parce que c'est un droit. Après, par rapport à L214, parce que c'est vrai que, bon voilà, ça moi je ne savais pas un petit peu toute cette manipulation derrière, mais ça a quand même permis, alors il y a eu d'autres choses, moi je suis tombée sur des émissions aussi sur Arte, où je pense qu'aujourd'hui ce qu'on ne supporte plus c'est, est-ce qu'on est obligé de faire souffrir l'animal pour le consommer? Non. Donc nous ici, on est quand même en milieu rural, on peut aller acheter des poulets à la ferme, c'est très facile. Si vous allez en région parisienne, c'est très compliqué. Donc, il faut tenir compte aussi peut-être du lieu de vie des personnes. Et je pense que ce qu'on supporte plus, c'est de la naissance jusqu'à la mort. Alors déjà, ces camions qui traversent l'Europe avec des animaux entassés, dont certains arrivent déjà morts en route. Enfin, à un moment donné, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait eu un réveil un petit peu de la maltraitance animale. C'est-à-dire, si ce réveil, ça servait à protéger les animaux, effectivement, là, ça sert à les faire disparaître. M214, c'est pas une association comme Wellfarm. Wellfarm, par exemple, moi que je soutiens, il travaille à critiquer cette violence, effectivement, les transports infinis, etc. Mais en même temps, ils soutiennent l'élevage, ils soutiennent des systèmes d'élevage paysans, etc. Donc ils sont utiles. C'est-à-dire c'est l'alternative, c'est pas la viande in vitro, c'est un élevage paysan. Je dirais même que l'aboutissement logique de L214, puisqu'ils veulent pas dire officiellement qu'ils sont contre tout type d'élevage, tout type de rapport domestique, c'est que l'aboutissement de ça va être un renforcement de la réglementation. Donc la réglementation est industrielle, et l'État, quand il réagit à L214, il a le réflexe de vouloir serrer encore la réglementation et qu'il y ait une fuite en avant dans la réglementation industrielle. Avec bien-être animal, comme a dit Jocelyne tout à l'heure, en fait on n'en sortira pas, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense, au vu de ce que je discute avec les
comment l'encadrement agricole, les trucs agricoles, production animale, c'est qu'ils sont prêts à faire des concessions, alors bon, en communication, etc., mais à faire des concessions sur le bien-être animal, effectivement, à condition que ça ne remette pas en cause le système tout court, même s'ils se rendent compte que le système il est à bout de souffle et que réellement tout risque de s'effondrer. Et moi j'ai discuté récemment avec quelqu'un des productions animales, je lui ai dit mais est-ce que vous anticipez, admettons que ça marche cette viande in vitro, est-ce que vous anticipez la destruction du tissu des productions animales en Bretagne? Qu'est-ce qu'il y a en Bretagne à part les productions animales? Il n'y a rien. Tout le travail, c'est les productions animales. Mais si cette viande in vitro, elle apparaît parce que les concepteurs, ce qu'ils disent, c'est que c'est en 2023-2024 qu'on a tout ça dans les linéaires. C'est demain. Donc si réellement ils font ça, mais qu'est-ce que vont devenir des zones comme la Bretagne, là où tout le tissu social et du travail... Ils sont en train, ce qu'on nous prépare au niveau de la PAC aussi quand même, c'est qu'on va produire du biogaz, et donc du coup tous ces élevages hyper industriels, pour pas avoir à changer, on est en train de leur préparer un retour dans l'écologie, en leur disant vous faites de la merde, et ben vous allez transformer votre merde en biogaz, et là, tu vois... Oui, mais le biogaz, ça n'empêchera pas qu'il y a des cochons dans la... Il va y avoir une grosse réduction de la production entière. Il y a plein de gens qui se mettent à faire ça, on en a discuté même là. Des gens partent de 250 vaches laitières et d'un coup se disent, en fait avec 50 vaches, je produis autant de bénéfices en biogaz que ce que je faisais. Donc ils continuent un élevage concentrationnaire, mais avec l'objectif de fabriquer du lisier, et comme ça, d'un coup ils deviennent... leur rapport aux voisins change complètement, ils rentrent dans la communauté du citoyen écologique. Je ne sais pas si on va en arriver à ça, mais en tout cas, ouais, ça se prépare. C'est la question en fait de la dépendance qu'on a nous vis-à-vis des animaux, mais liée aussi au fait que finalement derrière ce lien à l'animal, chose que vous n'avez pas non plus trop, parce que j'entends que vous c'est les animaux, mais en fait c'est les productions aussi végétales. On parle de production animale, derrière il y a les productions végétales. On a quand même besoin des animaux aussi pour produire le végétal. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus de lisier, etc., comment on fait pour les cultures? En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que derrière tout ça, finalement, l'enjeu qui est énorme, c'est, même si jusqu'à l'heure actuelle, finalement, cette production alimentaire, elle est dans les mains de peu de personnes, et elle est dans les mains de moins en moins d'êtres humains, mais elle est encore entre les mains d'êtres humains. Mais là, avec ce qui se dessine, c'est que là, on coupe complètement, c'est-à-dire qu'on perd le lien de l'homme qui produit son alimentation. Là, ce sont réellement des machines qui produiront l'alimentation. Mais ça change complètement, je veux dire, même là, au niveau de la pensée, au niveau de l'anthropologie, ça change quelque chose de fondamental. C'est comme notre lien avec la mort, etc. Enfin, ces choses-là, c'est juste énorme. Comment... oui, c'est énorme, mais justement, c'est énorme. Je veux dire, au niveau, ça veut dire que là, la production végétale, elle tombe aussi dans la foulée. Enfin, je veux dire, il y a de plus en plus de problèmes pour les petits producteurs bio, etc., de réfléchir à où trouver du lisier, etc., où trouver des amendements organiques. Et cette question, elle va être de plus en plus cruciale avec ce qui se dessine là. Si on est dans la gamme soleil-vert, comme on a l'air d'y rentrer, il n'y a pas de raison de semer des graines alors qu'on peut faire aussi pousser des plantes dans les incubateurs. Parce que ce qu'on peut faire... Mais ce qui est gravissime, c'est qu'on ne maîtrise plus du tout notre alimentation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a encore le droit, on peut encore faire pousser des tomates dans notre jardin, on peut encore avoir quelques animaux qui nous permettent éventuellement de les tuer pour soi et manger, etc. Mais que demain, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, là, ça rejoint les luttes, je pense, sur les semences, etc. Enfin, des gens qui se battent pour que la semence reste une semence fermière, que ça ne soit pas entre les mains des industriels et tout. Là, c'est du n'importe quoi. Et là, ce qui est terrible, c'est que justement, tout ce côté philosophique, anthropologique énorme, effectivement. En fait, si on regarde les journaux, etc., ils sont sur le côté technique, c'est-à-dire est-ce que la viande in vitro c'est mauvais pour la santé, est-ce que sanitairement ceci, cela. Et tout le côté politique, philosophique est complètement écarté. Moi, mon sentiment, mais j'ai écrit dans mon premier papier que la viande in vitro, c'est du mort-vivant, en fait. C'est du vivant biologique, c'est de la cellule, mais c'est du mort subjectif. C'est-à-dire, il y a personne, enfin, ce que je dis dans les papiers ou là-dedans, c'est que s'il n'y a pas de mort, c'est qu'il n'y a pas de vie. Et c'est ça que les journalistes qui vantent la viande in vitro, ils oublient de dire ça.
Mais oui, mais il n'y a pas de mort. Enfin, tous les concepteurs de ce machin, bah, c'est bien, on tue plus les animaux. Bah, on tue plus les animaux. Mais s'il n'y a pas de mort, c'est qu'il n'y a pas de vie quand même. Et là, on le sait bien que la vie et la mort, c'est deux faces d'une même pièce. Donc s'il n'y a pas de vie, mais qu'est-ce qu'on mange, quoi? Enfin, c'est quoi ce truc? C'est du mort-vivant. C'est ce que j'ai écrit, c'est du mort-vivant. Donc c'est un monde de zombies qui nous prépare. Non seulement c'est soleil vert, mais même on va devenir des zombies, quoi. Donc il y a des questions effectivement anthropologiques, mais phénoménales, quoi, derrière ça. Mais elles sont pas traitées. En plus, c'est un droit. Enfin, je veux dire, produire son alimentation, c'est quand même un droit humain de base. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et quelle est l'espérance d'un retour ou d'un maintien d'un élevage traditionnel? Ben moi je crois vraiment que c'est maintenant qu'il faut se battre, parce que dans pas longtemps ça sera trop tard. Je pense que quand on sera engagé dans ce machin, mais comment après on va défendre, comment un agriculteur, un éleveur comme là qui vend ses petits fromages au marché là, il va dire est-ce que la filière bio est une possibilité de maintien sur la bio, pour moi ça va avec enfin pas la bio industrielle, mais la bio, la vraie bio, ça va avec l'élevage paysan. Donc, oui. Mais quand on voit le soutien de l'État à la bio, il y a des soucis à se faire. Hein, je passais du soutien de l'État. Moi, je voudrais revenir là aux associations qui râlent là pour le bien-être des animaux. Je dis volontairement râlent parce que je trouve ça très aberrant, mais je voudrais savoir, quand c'est contre les animaux de cirque, qu'est-ce qu'il y a dessous ça? Je crois qu'il y a un processus d'exclusion de tous les animaux, c'est la domestication, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, c'est la domestication qu'ils veulent détruire. Dans le travail qu'il y a, par exemple, des cirques équestres ou des cirques, je mets en dehors les animaux sauvages, mais quand même, il y a un travail qui est un travail, pour moi, remarquable. Mais le problème, c'est ce que j'ai dit, c'est que on a exclu le travail de la question. On dit le travail, comme le cirque, c'est le bon exemple. Le cirque, les pauvres animaux, ils sont maltraités, ils sont exploités, on les force, on les contraint. Alors que quand on écoute un circassien qui travaille avec son lion, mais c'est pas du tout ça. C'est son pote, en fait, son lion ou son tigre, il l'a eu quand il était bébé, etc. Même si ça reste un animal dangereux, mais un taureau, c'est un animal dangereux. Même un bouc, c'est un animal dangereux. Un lion enfermé, moi ça me choque ce que vous dites. Un lion enfermé dans une cage. Non, mais c'est pas non, mais la question c'est pas le lien de travail, c'est les conditions de travail après. Mais est-ce que c'est sa destinée au lion? Enfin, c'est nous qui avons voulu qu'il naisse. C'est vrai pour les chèvres aussi. Moi j'ai toujours refusé. Mes enfants n'ont jamais vu un cirque avec animaux. À part comme tu disais, les chevaux c'est différent parce que le cheval est très très proche de l'homme. Le lion est quand même un animal sauvage à la base. S'il est né en captivité, il est plus sauvage. Oui, mais nous, on a près de chez moi, justement, il y a. D'ailleurs, je me demande comment il peut être aussi près des habitations, sur la route de Sainte-Livrade, un éleveur, un dresseur de lions. Les lions, ils sont tout le temps enfermés dans des cages. Moi, ça me rend malade. Mais vous savez, les antispécistes répondent à cette question à notre place, et je vais vous dire quelle est leur réponse, parce que moi, quand je l'ai lu, pour vous rendre compte un peu du truc, c'est que leur combat de base, c'est l'élimination de la souffrance sur Terre. Mais oui, c'est ça. C'est le truc de base qui fait que plein de gens deviennent à la base antispécistes. Et eux-mêmes font le constat que la première source de souffrance sur Terre, c'est la prédation animale dans le monde sauvage. Eh bien, vous avez des articles dans Cyclésis des années 90 qui n'hésitent pas à dire qu'il faut stériliser le monde sauvage, tous les prédateurs, mais c'est écrit noir sur blanc, j'ai des textes à la maison que vous pouvez sortir, où on stérilise, on fait des fumigations pour rendre stérile le monde sauvage, pour empêcher cette souffrance. Empêcher les lions de faire souffrir les gens. Mais c'est la reconstruction du monde, c'est ça. Là, ils veulent reconstruire la nature. C'est le biodesign. Empêcher le lion de faire souffrir ses proies. Essayer de donner de la salade à leurs chiens pour les transformer en végétariens. Créer des réserves en Afrique, par exemple, créer des réserves pour protéger justement les éléphants et tout ça qui se font massacrer. Là, c'est très bien et au contraire, il faut les encourager. Moi, maintenant, le cirque,
là, je. Non, mais le cirque, ce qu'il faut voir, c'est deux choses. C'est la relation que d'abord, trois choses. D'abord, l'animal, c'est l'espèce est sauvage, mais l'animal, il est apprivoisé. Oui. Donc c'est différent. Deuxièmement, le travail, la relation qu'il y a entre les gens. Et troisièmement, les conditions de vie au travail. Là, je suis d'accord. Les conditions de vie au travail, elles sont pour la plupart pas bonnes. Mais c'est là qu'il faut travailler. Il faut dire, le cirque, il doit donner les conditions. Moi, je pense que c'est justement par la question du travail. Les cirques, ils travaillent 6 mois de l'année. Pendant 6 mois de l'année, l'animal, il est au boulot. Il a des mauvaises conditions, pas mauvaises, mais contraignantes. Voilà. Et 6 autres mois de l'année, il faut qu'il soit hors travail, qu'il vive sa vie. Et c'est ce qui se passe, par exemple, pour un cirque comme Grus. Grus, l'été, ils sont... une partie de l'année, ils sont au-dessus de Montpellier, là, et l'éléphante qu'ils avaient avant, elle se baladait là-dedans. Il faut voir les conditions de travail. Ils sont très peu comme ça. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamine, à Narbonne, pas très loin, c'était un petit cirque. Ils frappaient, il y avait la maman éléphant avec son éléphanto, ils voulaient emmener l'éléphanto, la mère ne voulait pas, et voilà, ils étaient en train de les frapper tous les deux. Il ne faut pas non plus nier cette violence. Mais non, au contraire, voilà. Moi je la nie pas du tout, c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de cirques. Mais il faut prendre le travail, il faut prendre la question par le travail, comment on travaille avec les animaux. Parce que si vous dites le cirque, les animaux de cirque, comme ça va se passer, le cirque avec animaux est en train de disparaître, on perd une partie de savoir-faire, de culture, la culture des circassiens, mais elle va être perdue. Mais c'est une vraie culture, c'est une culture irremplaçable. Quand on l'aura perdue, on l'aura plus. Mais ces gens, ils savent parler aux bêtes. C'est horrible de faire ça, de dire ça on n'en veut plus parce que les pauvres animaux. Moi je comprends pas la différence entre les chevaux et les chevaux. Non. Moi ça me choque qu'on enferme les lions dans les cages. Le lion il n'est pas fait pour vivre en cage. Mais regardez pour ça et Zingaro avait plus de. Ouais, mais c'est pour nous faire plaisir quoi, c'est ça. C'est pas que nous faire plaisir. Le cirque et voir le clown et l'idée du savoir-faire, ça me paraît indispensable. On n'arrête pas de parler du patrimoine, de terroir, de tout un tas de trucs comme ça. Et les animaux, c'est directement ça. L'élevage paysan, c'est directement ça. C'est pas simplement élever des animaux, c'est tout ce qui est autour. Et ça fait tout notre patrimoine. Voilà. Et en plus, si on enlève, comme là, Bouglione, qui a dit « Oh, mais moi, très businessman ce gars. Moi, j'enlève les animaux du cirque. » Donc on conserve la chasse à courre, alors, si on est dans les traditions. Vous êtes pour la chasse à courre. Et alors, alors c'est pas mal. Ah si. Alors dans ce cas-là, si vous êtes pour la je suis d'accord que c'est du patrimoine. Donc on conserve la chasse à courre. Pour moi, non, ça n'a rien à voir parce qu'il y a une démarche qui n'est pas la même. Et la présidente, quand même. Mais en tout cas, à propos du cirque, Bouglione, là, il remplace ces animaux par des hologrammes, en fait. Oui, je sais. Donc dans le genre exclusion et remplacement par les virtuels, des trucs virtuels, c'est la viande c'est pareil que la viande in vitro, on remplace quelque chose qui est de la vie. Oui, mais le cirque, c'est aussi des acrobates, c'est le clown. Enfin, le cirque, c'est pas que le lion qu'on fait mettre les pattes en l'air, qu'on ridiculise, quoi. Mais c'est pas que ça, ils font pas que ça avec les. Mais même, c'est peut-être l'enjeu, de faire avec les animaux des choses plus intéressantes que ce qu'on leur fait faire maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, mais c'est le travail, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on beaucoup qui le font. En fait, c'est un petit peu comme le problème entre l'éleveur. Nous, on en a vraiment ici. On va acheter des poulets à la ferme, les bêtes sont bien traitées, etc. Le produit, que celui qui va, moi j'ai visité quand j'étais aussi gamine dans la Sarthe, je sais pas, les gros hangars où il y avait plein de cochons, c'est choquant, quoi, les petits porcs entassés les uns sur les autres. Voilà, c'est un petit peu pareil. C'est exactement ce qu'on comprend. Ouais, mais bon. Oui, on est tous d'accord avec ça, quoi. Je veux dire. Il faut changer nos relations de travail avec les animaux, il faut faire qu'elles soient équitables, respectueuses, dignes du cirque, aux zoos, parce qu'après on enlèvera les zoos. Après on enlèvera les chevaux, parce que les chevaux, c'est vrai qu'il y a une grande propagande des libérateurs contre l'équitation. J'ai une étudiante qui fait une thèse sur la relation aux chevaux, elle a toute une documentation sur l'équitation, ça fait mal au dos des chevaux, l'équitation c'est de la domination, l'équitation... et donc il faut arrêter l'équitation.
Il faut arrêter les chevaux. Les chevaux, un cheval, il faut le mettre dans le pré, et puis on vient le voir, on caresse. Oh mon poupou, et puis c'est tout, quoi. Le cheval est... Voilà. Alors que les animaux, ce qu'ils veulent, c'est faire des choses avec nous. Et là, je t'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps que tu travaillais sur une théorie de l'élevage. Quand tu l'as dit, ça m'a pas trop percuté, depuis j'arrête pas d'y penser. Et je voulais savoir si tu imaginais vraiment... Est-ce que pour toi, cette théorie-là serait une alternative à la zootechnie? Est-ce que tu travailles vraiment là-dessus? Et quelle forme ça a? Non, mais c'est tout ce que je fais, ça rentre dans une théorie de l'élevage. Moi, je ne vais pas sortir un truc en me disant théorie de l'élevage, mais c'est tout ce que je fais. Mais même, par exemple, ça, en fait, c'est mon HDR, la vivre avec les animaux, une habilitation à diriger les recherches, tu vois, qui a été concentrée. Mais le titre de l'HDR, c'était pour une théorie sociologique de l'élevage. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ramener des arguments, pour dire ce que je dis depuis un moment, mais que justement, qui jusqu'à récemment passait pas, par exemple chez mes collègues, l'élevage et la production animale, c'était pas pareil, c'était deux mondes, ce que j'ai dit tout à l'heure, deux mondes différents, etc. Où on me dit, mais non, mais parce que c'est... Alors le truc, c'est, mais non, il y a une telle diversité de l'élevage en France, tu peux pas dire ça, tu peux pas... Parce que mais en fait, si... Nous, en tant qu'éleveurs, ce qu'on fait, c'est tout le temps essayer de comprendre ce qui se fait dans la production animale, construire une alternative, se battre contre, se retrouver en contradiction illégale sur les trucs médicaux. Et c'est vrai que depuis que je t'ai entendu dire ça, je me suis dit, ah mais en fait, si on avait quelque chose, enfin un outil, comme on a eu ces outils-là, enfin auxquels nos grands-parents ont cru sur l'ensilage, des trucs comme ça, c'est vrai que je me dis ça serait pas complètement inintéressant. Mais là, mais c'est ce que c'est des petits bouts, c'est-à-dire la théorie du don, ça fait partie d'une théorie de l'élevage, dire que on comprend nos relations domestiques aux animaux, non pas à partir de théories économiques, mais à partir de la théorie du don. Bah déjà, c'est faire un pas de côté par rapport à tout le travail que j'ai fait sur la relation affective entre éleveurs et animaux. Alors que ça, c'est un truc qui a été complètement gommé par la zootechnie. Enfin, tu vois, c'est des briques, quoi. Voilà. Je voulais simplement, par rapport à ce que vous disiez avant, rebondir sur votre conclusion dans le livre Vivre avec les animaux. C'est-à-dire que si on perd la relation avec les animaux, finalement, on perd notre humanité. Enfin, c'est quelque part l'enjeu dans votre conclusion, il est là, que ça soit dit aussi clairement par rapport aux réactions avant. La deuxième chose, c'était par rapport à ce qui se disait là maintenant, mais j'ai un peu perdu du coup mon idée entre-temps. Oui, la définition de l'élevage, du coup, c'est quoi? Parce qu'on a tourné autour, mais j'ai pas l'impression d'avoir... Je vois bien, a priori, je sens bien ce que ça peut être, mais comment vous définisseriez l'élevage par rapport à cette production animale? Là, ce que je dis, c'est des rationalités du travail différentes. L'élevage, c'est 10 000 ans d'histoire, des rationalités du travail multiples, vivre ensemble, se produire, construire son identité, etc. Mais concrètement, comment est-ce qu'on définit l'élevage en quelques... Monsieur Chaudruc, à vous la parole. Est-ce que c'est un nombre d'animaux, c'est une façon de travailler avec eux, du coup, enfin, c'est plein de choses. Bah, l'élevage, c'est une relation de travail aux animaux qui s'inscrit dans l'histoire et qui repose sur des rationalités morales, esthétiques, relationnelles et aussi, évidemment, économiques. C'est un lien, du coup, ça veut dire on connaît ces animaux. C'est d'abord un lien. C'est lié à un nombre d'animaux, c'est lié à une façon de travailler avec eux. C'est ça qu'il faut définir finalement. C'est-à-dire que c'est le... J'ai un peu de mal. Enfin, finalement, la bio, elle a une bonne réponse par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas définir l'élevage en tant que tel sans parler du rapport au territoire. Enfin, moi, je vois en tant qu'éleveur, ça fait 20 ans que je fais de l'élevage, mon boulot d'éleveur, c'est pour ça que j'ai du mal avec les producteurs de poulets. Parce que je veux dire, tous les gens qui font du poulet, il n'y a aucun éleveur. Un éleveur, c'est quelqu'un qui prend un troupeau et qui l'adapte à son territoire. Ça prend au minimum 10 ans. C'est ce travail-là. Donc quand tu as ce rapport-là, ce qui est appelé le lien au sol dans la bio, tu ne peux pas prendre l'élevage tout seul sans parler du territoire, des pratiques que tu as sur le végétal. Et c'est là où, dans l'agriculture biologique, il y a cette espèce de truc en disant une ferme ou un territoire, c'est quelque chose de vivant. Il faut fabriquer des rapports entre tous les éléments que tu as autour de toi. Et ça prend une vie. Quand on dit que ça prend une vie, c'est que ça dépasse le cadre de la production animale. Mais tu ne vas pas trouver une définition pure de l'élevage sans prendre en compte toute cette dimension territoriale. C'est là où je me dis, tiens, peut-être avec nos histoires de climat, d'écologie, de biologie, on va peut-être trouver un truc, on va se dire, on parle de la même chose, quoi.
pense pas que tu vas bloquer si tu cherches une définition d'élevage sans élargir ça. Et c'est comme ça qu'on le vit, nous, d'ailleurs. Il y a un beau film en ce moment sur l'élevage là qui s'appelle Un lien qui nous élève. Là t'as en creux une définition d'élevage. Mais c'est complexe, quoi. C'est ça ouais. aussi qui est délicat dans l'histoire, c'est que production animale, on voit bien ce que c'est, mais finalement l'élevage... Production animale, c'est simple, c'est extraire la matière animale avec profit. Voilà, c'est simple, oui. C'est complexe, mais on le fait depuis un paquet de milliers d'années sans se poser de questions, et ça se passe pas si mal que ça quand on nous laisse faire, quoi. Quand on nous laisse faire, nous les éleveurs, quoi. Enfin, je parle bien des éleveurs, pas des producteurs de matières minérales animales. Moi, en tant qu'apiculteur, dans ma manière même de travailler, je peux sentir la différence entre le moment où je peux glisser vers la production animale, entre guillemets, et le moment où je suis dans un juste rapport avec mes abeilles. Et c'est entre autres lié au nombre de ruches, mais aussi à ma façon de me déplacer et tout. Enfin, c'est une démarche globale. Puis toi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... T'es un chasseur-cueilleur aussi un petit peu. T'as un de mélange. Non, mais je veux dire, t'as pas les abeilles, c'est des territoires. T'es pas dans une gestion. Tu vois, nous, moi, je vois le territoire qu'on a, c'est pas beaucoup, hein. Eh ben, on décide un peu ce qu'il y a dessus, en partie. Toi, non, t'as pas cette impression-là. Tu vas pas semer des plantes pour tes animaux, pour tes. Bah, tu pourrais. Potentiellement, si tu avais des ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est très subtile.